Salut, salut à tous. Bien, allez là on revoit quelques séquences de ce fameux tir du 22 décembre 2017 dont je vous avais un petit peu parlé sur 2 vidéos. Je remettrai les 2 liens en dessous. Alors donc, ce fameux tir du 22 décembre où on a pu observer de très bonnes choses, surtout de très bonnes informations, et ceci du fait que le lancer a été fait juste après la tombée du jour. Donc le ciel était encore, lui par contre, était encore exposé au rayonnement solaire. Ce qui a permis donc de voir l'évolution du tracé et du parcours de cette fusée dans notre ciel. Ce qui nous a permis donc aussi d'apercevoir en fait cette fameuse fusée rentrée dans ce dont on avait parlé, donc ce que constitue notre voûte céleste, et en grande partie donc cet océan liquide. Donc océan bien entendu qui n'est pas de l'eau, mais qui est composé donc apparemment d'hélium liquide et je pense aussi d'hydrogène liquide aussi, puisque bon, de toute façon l'hydrogène prend la même destination, mais par contre l'hydrogène va se placer au-dessus, mais donc fatalement on retrouve tout de même les 2 éléments. Donc vous reverrez les 2 petites vidéos que j'ai fait, un petit peu explicatives. Et ici en fait je vais souligner un petit passage dans la séquence, plus particulièrement pour parler d'un certain gaz. Allez, là je fais un petit arrêt sur l'image. Et ce que vous pouvez observer aussi, c'est une fois que la fusée a atteint, donc est rentrée dans le superfluide à ce niveau-là, et que juste en entrant dans le superfluide, le réacteur numéro 1 qui est ici, qui a été largué, il a été largué à l'entrée de cette zone. On voit qu'il continue quand même dans le superfluide, puisqu'il n'y a aucune résistance, donc il va poursuivre pendant un certain temps, bon, à une vitesse inférieure, puisqu'il a été largué, donc il est déjà moins rapide que le réacteur numéro 2, mais malgré tout, il n'y a pas de résistance, il va continuer, mais là on voit que au bout d'un petit moment, il retombe. Et c'est pas qu'il perde de la vitesse, parce qu'une fois qu'on est rentré dans le superfluide, que ce soit aussi bien le réacteur numéro 1 qui est ici, qui a été largué, que le 2, une fois qu'ils sont rentrés, ils conservent leur vitesse. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'accélération, et il n'y a pas de décélération non plus. La seule chose qui va se passer,
c'est que c'est la composition de cette fusée. C'est plus lourd que les gaz, et voilà, ce sont des éléments plus lourds que l'air en règle générale, on va dire. Ce qui va se passer, c'est que ça va tomber. Parce que même là-haut, il y a toujours le haut et le bas. Ce qui doit aller en bas, retourne en bas, tout simplement. Donc là, dans cette séquence-là, on aperçoit le réacteur numéro 1 qui va en fait redescendre et retomber dans l'atmosphère. Disons la partie gazeuse de notre atmosphère. Je vais essayer de stopper au moment où... Voilà. Ah ben non, allez, hop. On va remettre en plein écran. On va essayer de faire un arrêt. Voilà. Donc on est à peu près bon. Le réacteur numéro 1 est ici. Là vous voyez aussi, ce qu'on peut observer, c'est que c'est la délimitation. Hein. On voit que la propagation des molécules, l'éjection des molécules partent tout azimut. Il n'y a aucune contrainte. C'est pour ça qu'on n'a pas le panache de fumée comme on avait avant lorsqu'on est dans un espace, on va dire, rempli de gaz, quel qu'il soit. Et là, par contre, là, c'est une diffusion. Vous voyez bien que c'est une diffusion tout azimut et sans aucune contrainte. C'est pour ça que vous avez ce grand panache. Et oui, j'étais parti sur autre chose. Oui. Et là, en fait, on ne voit pas dans toute la séquence, là, dans cette vidéo, on ne voit pas tout. Mais lorsque le réacteur numéro 1 ici va passer, en dessous, en fait, il va revenir dans les gaz de l'atmosphère. En fait, il va s'enflammer et on aura une traînée, comme au départ, une traînée de fumée à l'arrière, hein, une traînée tout à fait conventionnelle, on va dire. Et on peut observer aussi, je vais remettre la séquence, vous verrez qu'après, toutes ces particules, hein, toutes ces particules qui ont été éjectées, vous allez voir qu'elles vont en fait s'estomper. Elles s'estompent de quelle façon? En fait, elles retombent. Tout simplement du fait de leur propre poids. Hein, dans ce milieu voilà, où il y a zéro résistance, hein, zéro viscosité. Donc toutes ces particules vont retomber et on voit qu'elles vont stagner justement à cette limite. Hein, on va dire cette frontière entre l'atmosphère, on va dire, gazeux et l'atmosphère liquide et fluide et superfluide. On voit que tout va retomber. Et pendant un moment, de toute façon, il y a certaines séquences qui ont été filmées un peu plus longtemps, où on voit en fait ce nuage, en fait, ce ciel qui va rester couvert, mais justement sur le front du seuil des deux espaces. Hein. Je vais relancer un petit peu la séquence et vous allez voir de quelle façon ça. On voit très bien que ça retombe. Allez, ouais. On la relance. Vous allez voir comment ça va retomber. Hop, oui, hop, toutes les particules qui, après avoir été diffusées, sont retombées, tout simplement. Et ça va créer un front, une sorte de front nuageux, mais en limite, voilà, de gaz et du liquide. Bien, je vais mettre une autre séquence qui est assez intéressante. Et là, on va avoir la télémétrie avec. Hein. Attendez, là, je vais stopper. On est en... Décidément, c'est très sensible, ces petits appareils. Voilà. Là, on a la fusée qui est à 877 km/h. On est à 6,3 km d'altitude. Et ce que vous allez observer, c'est à un moment donné, bon, je vais suivre à peu près l'altitude hein, avec la télémétrie, et vous allez voir aux environs des 10 km,
hein, l'altitude de vol général des avions. Hein, les avions de ligne volent au-dessus en général entre 10 et 11 km d'altitude parce que justement au-dessus on se retrouve au-dessus des nuages en règle générale. Après bon, des fois ça déborde un petit peu en hauteur, mais en règle générale on n'a pas de nuages au-dessus on va dire des 11 km, hein, ce qui permet aux avions de voler aussi vite et sans être confrontés à une masse d'eau, hein, c'est-à-dire des nuages. Et lorsqu'on est en vol dans un avion de ligne, lorsqu'il y a des perturbations, c'est parce que justement l'avion se retrouve confronté à des masses nuageuses, même si elles ne sont pas très épaisses et tout, mais on le ressent très très bien. Il y a des turbulences. Et bien, lorsque vous êtes en avion et qu'on vous annonce, on vous demande de vous mettre la ceinture et parce qu'on on vous dit qu'on rentre dans une zone de turbulence, c'est qu'en fait vous rentrez dans une zone où il y a énormément d'eau. Et là, il s'agit bien d'eau. Et là, par contre, l'avion est obligé, souvent en tout cas, soit monter, soit en tout cas de ralentir. Parce que rentrer en avion à 900 km/h dans un nuage, c'est de la folie pure. Hein. Donc vous allez voir un petit peu le panache de la fusée. Vous allez voir la réaction lorsque ça arrive à cette altitude-là. Et surtout, ce qu'on va pouvoir voir, c'est on va pouvoir voir le panache et un petit peu tout le reste. Ce qu'on voit, c'est que le soleil vient, le jour vient à peine de se coucher. Donc en altitude, le rayonnement solaire est encore perceptible. Donc ça va mettre en évidence, si c'était un nuage, ça serait on verrait très bien les nuages dans le ciel. Là, là c'est la traînée de la fusée, donc elle est très très bien mise en évidence, simplement par le rayonnement lumineux du soleil. Voilà. Et est-ce qu'ils l'ont fait exprès? À mon avis, oui quand même, parce que ils connaissent très bien leur truc. Donc avoir fait ce lancer-là à cette heure-là, ils savaient pertinemment que beaucoup de choses allaient être vues. Donc à mon avis, c'est un test, c'est histoire d'habituer les gens à percevoir certaines choses, quoi. Sans forcément, bien sûr, et surtout sans leur expliquer pourquoi, sans leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc je vais lancer là allez, hop, on a bien entendu Hop, là on est à 7,5 km, 8 km, 9, 10. Voilà, déjà ça devient beaucoup plus lumineux. Ça devient beaucoup plus lumineux. On va couper le son de la machine. Hop, ça va bien. Voilà, et puis là on va suivre. Là on est à 17 km. On est à 2000 km/h. La vitesse progresse. Bon, j'avais quelques doutes quand même sur la vitesse, mais bon, allez, on va dire que c'est ok. Si on prend en compte, on dit que l'altitude est bonne, on va dire que la vitesse est bonne aussi. Allez, on arrive aux 3000 km/h. Là, c'est dommage, ils ont décalé la télémétrie, mais on va voir une vue, une vue sur une caméra après. Mais ce qui va être très intéressant, c'est d'apercevoir à un moment donné, vous allez voir là, on est à 50 km. Alors observez bien ce qui va se passer. Alors, comme je vous ai dit, hein, on voit très bien le panache, on est à 60 km d'altitude, et vous allez observer ce qui va se passer. Là, disons cette masse, et voilà, là on a vu le panache qui s'est, pour ainsi dire, pas arrêté, mais qui est devenu beaucoup plus petit. Allez, hop, je vais faire un petit stop, on va revenir en arrière. Oui, je disais, donc là vous avez observé en fait, arrivé à peu près, c'est
entre 66 et 69 km, on va changer, disons, la fusée va arriver dans une zone où va changer de gaz. Disons que dans cette zone-là, c'est un autre gaz. On change de gaz et on l'observe très très bien, puisque le gros panache blanc que vous avez là, vous allez voir qu'il va se réduire et on va voir un simple panache qui, là sur cette vidéo, on voit quand même la petite traînée, mais qui est déjà beaucoup plus étroite et très peu réfléchissante. Donc en fait on a, on va dire, voilà, de la fumée qui est relativement, on va dire, noir ou un gris très foncé, quoi. Et ça, en fait, c'est les gaz qui sont en fait les gaz qui se trouvent à cette altitude là, qui en fait c'est là le gaz qui est en fait oxydé par la chaleur du passage